Dans cet exercice, on s'intéresse au refroidissement de l'eau d'une piscine, mais auparavant, dans la première question, on évalue l'énergie reçue par l'eau lors de son chauffage de 17 à 28 degrés Celsius grâce à la formule de la variation d'énergie interne pour un corps indéformable, comme l'eau liquide. On remplace la masse d'eau par le produit masse volumique par volume. On a ici une capacité thermique massique en joules par gramme par degré Celsius, une variation de température en degrés Celsius. La masse volumique devra donc être convertie en grammes par mètre cube pour un volume en mètres cubes. Et on calcule bien ici une variation d'énergie interne en joules. On fait l'application numérique, 560 mètres cubes, 1 kg étant égal à 10 puissance 3 grammes, 1000 kg est donc égal à 10 puissance 6 grammes, d'où le 10 puissance 6. Et on trouve une variation d'énergie interne de 2,6 10 puissance 10 joules. Lors du refroidissement, la variation d'énergie interne a exactement la même expression. Pour établir l'expression du flux thermique instantané, on applique le premier principe de la thermodynamique à l'eau, soit une variation d'énergie interne de l'eau égale au transfert d'énergie réalisé par l'eau par travail et par transfert thermique. Or ici, l'eau n'échange ni travail mécanique ni travail électrique avec l'extérieur, W donc égale à 0. On remplace delta UO par l'expression établie avant et on remplace Q en fonction du flux thermique qui est un débit d'énergie et donc égal au rapport Q sur la durée delta T. On en déduit que Q est égal au flux fois la durée delta T. On en déduit l'expression du flux moyen en divisant par la durée delta T. Et pour obtenir l'expression du flux instantané et non moyen, il suffit de faire tendre la durée delta T vers 0. Et on reconnaît ici, dans la limite de delta T sur delta T, la définition de la dérivée temporelle de la température. Dans la quatrième question, afin de retrouver l'équation différentielle vérifiée par la température, il suffit d'égaler les deux expressions de flux instantané, celle de l'énoncé et celle que nous venons d'établir. On isole la dérivée temporelle de la température en divisant de chaque côté par le produit ρ fois V fois C. Et afin de se rapprocher de l'équation demandée, on pose que ce rapport devant la parenthèse est égal à 1 sur τ. On développe ensuite le membre de droite, soit moins grand T sur τ et moins fois moins, c'est-à-dire plus TR sur τ. Et on ramène le terme contenant la température T dans le membre de gauche. Et on retrouve l'équation différentielle demandée avec τ qui est égal à l'inverse du rapport qui a été entouré en rouge et petit b qui est égal à l'inverse de τ fois la température de l'air. On résout l'équation différentielle dans cette question. On reconnaît la forme connue y' plus ay égale b, avec petit a qui correspond à 1 sur τ. On rappelle qu'une telle équation a pour solution générale grand A fois exponentielle de moins a petit t plus grand b, où a et b sont deux constantes qu'on identifie aux conditions limites, c'est-à-dire à t égale 0 et à t infini. Grand T est donc de la forme a exponentielle de moins a fois t, a étant égal ici à 1 sur τ, d'où exponentielle de moins t sur τ, plus une constante grand B. On se place à t égale 0, on réécrit cette expression générale de la solution en remplaçant t par 0, exponentielle de 0 est égale à 1, t à 0 est donc égal à a plus grand B. Et la température à t égale 0 est égale à T0 qui correspond à la température initiale de l'eau au moment du refroidissement, c'est-à-dire 28 degrés Celsius. On se place maintenant à T infini. Limite d'exponentielle moins x est égale à 0 quand x tend vers l'infini, exponentielle de moins t sur τ quand t tend vers l'infini, tend donc vers 0. Et donc un premier terme ici qui est nul. Et donc t infini est tout simplement égal à b. Et
au bout d'un temps très long, la température atteint la température de l'air extérieur, qui est égale à 17 degrés Celsius. On en déduit donc que grand B est égal à TR. Et grand A est donc égal à T0 moins B, c'est-à-dire T0 moins TR. On remplace ces expressions de A et B dans la solution générale de la température. On peut alors en déduire l'allure de la température en fonction du temps, sachant que la température initiale est T0 et que la température finale est la température de l'air. Et l'expression montre que la température décroît de manière exponentielle entre ces deux températures. Et on peut montrer mathématiquement que taux peut se retrouver graphiquement sur la courbe en traçant la tangente à la courbe à l'origine, qui coupe l'asymptote à la courbe, c'est-à-dire la droite ici en pointillé, et l'abscisse de son intersection nous donne la constante de taux. Pour déterminer la constante taux, il va falloir l'isoler tout d'abord dans l'expression de la température. On isole exponentielle de moins t sur taux en retranchant tr de chaque côté et en divisant par la parenthèse t0 moins tr de chaque côté également. On prend l'inverse de l'égalité pour avoir un exposant de l'exponentielle positif. On applique ensuite la fonction ln de chaque côté pour isoler t sur taux. Et enfin, on isole taux en prenant l'inverse de l'égalité et en multipliant par le temps t, d'où l'expression de taux. Et on fait l'application numérique en exploitant la situation particulière. À t égale 12 heures, la température grand T est égale à la température initiale moins 4 degrés Celsius, c'est-à-dire 28 moins 4, et donc 24 degrés Celsius. Et on trouve une constante de temps de 27 heures. Constante de temps qui va nous permettre de calculer dans la question suivante le temps nécessaire pour que l'eau ne soit plus qu'à 20 degrés Celsius. On isole le temps petit t dans l'expression précédente en multipliant par ln de chaque côté et on remplace par les valeurs numériques, taux par sa valeur et la température par 20 degrés Celsius. Et on trouve un temps nécessaire de 35 heures. Et enfin, dans la dernière question, on souhaite connaître la variation d'énergie interne lors du refroidissement de 28 à 17 degrés Celsius. L'eau va donc perdre tout ce qu'elle avait gagné lors du chauffage, énergie que nous avons évaluée dans la première question, et donc une variation d'énergie interne qui a la même valeur, mais avec un signe négatif pour signifier que l'eau perd cette fois toute cette énergie.